bienvenue à cette troisième soirée du colloque Wright pour la science, dont c'est déjà la 20e édition cette année. À nouveau, comme hier et avant-hier, vous êtes très nombreux, des centaines à être venus ici, écouter le conférencier de ce soir, aussi en ligne. Bienvenue à toutes et tous. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis journaliste scientifique et c'est moi qui ai le plaisir de vous accompagner durant toute cette semaine pour la modération de ces soirées. Comme chaque année, vous savez, on a le grand privilège d'accueillir ici à l'Université de Genève des orateurs de renom du monde entier. Cette année est un cru un peu particulier, puisque plus qu'un domaine, un seul domaine scientifique, les organisateurs ont choisi une thématique plus large, plus englobante, plus originale aussi, les 5 éléments. Une thématique qui remonte, comme vous le savez, à l'Antiquité. Tout commence en 460 avant Jésus-Christ, chez les Grecs, avec la théorisation des 4 éléments fondamentaux, la terre, l'eau, l'air et le feu, par le philosophe Empédocle, qui a par ailleurs lié ces 4 éléments aussi au dieu grec. Puis Aristote y va de son interprétation en y ajoutant la notion de 4 qualités liées à chacun de ces éléments, le chaud, le froid, le sec et l'humide. Le 5e élément vient un tout petit peu plus tard, et ce sera la vie. Avant que d'autres domaines ne s'emparent de ces idées, de la cosmologie à la médecine, en passant par l'astrologie, la diététique et la biologie. Alors cette allégorie de la constitution de toute substance dans l'univers nous servira plus de référence que de cadre formel ce soir, comme d'ailleurs tous les soirs de cette semaine, pour parler des géosciences, de différents domaines des géosciences et de découvrir les recherches de 5 spécialistes de renom des sciences de la Terre. Comme vous le savez maintenant, cette soirée se déroulera en 2 parties. La première partie, une conférence par l'invité de ce soir, et une deuxième partie de questions-réponses auxquelles vous êtes cordialement invités à participer en posant vos questions ici directement dans la salle, également en ligne, et vos questions seront retransmises par quelqu'un au conférencier de ce soir, et ceci autant en français qu'en anglais, car à l'entrée, vous avez dû recevoir un casque de traduction simultanée. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de partir sur les océans, dans les océans plutôt, avec un expert mondial du domaine, Ilker Fehr, qui est professeur à l'Institut de géophysique de l'Université de Bergen, en Norvège. Et pour le présenter, ainsi que ses recherches, je passe immédiatement la parole à Thierry Courvoisier, qui est professeur émérite d'astrophysique à l'Université de Genève et président de la Fondation Wright. Thierry. Merci. L'université étant dépourvue, probablement pour de bonnes raisons, d'un département d'océanographie, il revient à un astrophysicien avec quelques connexions maritimes de présenter le professeur Ilker Fehr ce soir. Les océans sont loin d'être des masses d'eau plus ou moins inertes, traversées de courants à géométrie simple. Souvent, le navigateur se trouve surpris par des mouvements contraires à ce que la sagesse populaire imagine. Le Gulf Stream, par exemple, n'est pas un fleuve linéaire au milieu de l'Atlantique, mais un complexe de mouvements et de contre-mouvements. Comprendre la nature de ces mouvements est essentiel pour connaître la part des océans dans la physique de toute la planète. C'est le centre de l'activité du professeur Ilker Fehr. Ilker Fehr est d'origine turque. Il est maintenant professeur à Bergen, en Norvège. C'est un physicien spécialisé dans les zones polaires des océans, des zones dans lesquelles des eaux froides et denses coulent vers le fond, entraînant ainsi toute la circulation océanique. Mais il ne faut pas croire que les océans ont le monopole de la circulation d'eau de différentes propriétés physiques. Le Léman est aussi le théâtre de tels mouvements. Ceci est tellement vrai que c'est au bord du Léman et en l'étudiant que le professeur Fehr a obtenu son doctorat en sciences en 2001 sous la direction du professeur Ulrich Lehmann de l'EPFL, avec un travail qui est devenu une référence dans le domaine. Ilker fait une carrière brillante en mouillant littéralement sa chemise dans des expéditions arctiques en mer de Barents, voire en se laissant dériver sur la glace polaire pendant l'hiver. C'est une recherche profondément ancrée dans ce que la nature a de plus rude à nous proposer. Et il est indispensable de se soumettre à ces rigueurs pour avoir accès à la connaissance des océans. Le chercheur traduit ensuite les réalités qu'il est amené à vivre durement
et à mesurer, en savoir. Ilker est ainsi l'auteur de nombreux articles de recherche richement cités et titulaire du prestigieux prix Georg Wüst pour son travail sur la turbulence, les mélanges et la formation d'eau dense aux hautes latitudes. Il est membre de l'Académie norvégienne de recherche polaire et éditeur de journaux de premier plan en Europe et en Amérique. Les universités norvégiennes sont un riche terreau scientifique dans lequel j'ai eu le très grand plaisir de partager de nombreux moments fructueux. Je suis très heureux du contact de notre université avec celle de Bergen, qui illustre la présence du professeur Fehr ici ce soir. Merci, Ilker, d'être avec nous ce soir. Nous nous réjouissons de t'entendre et la parole est à toi. Thank you. Merci. Donc, je vais parler du troisième élément, de l'eau, mais plus particulièrement de l'océan, qui représente l'eau. Je suis ravie d'être devant vous pour parler de l'océan dans cet endroit prestigieux. Et je souhaiterais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je vais parler de la turbulence des océans, révélée par de nouvelles techniques d'observation. Je suis océanographe dans le domaine physique, donc la physique des océans, la façon dont l'eau se déplace et l'interaction avec l'atmosphère qui modifie les propriétés de l'eau. Notre planète est couverte par de l'eau à plus de 70%. Il est tout à fait naturel de parler de cette planète en tant que planète bleue, comme le font de nombreuses personnes. Donc, l'océan a vécu de nombreux changements au cours des dernières décennies et la manifestation de cela, c'est la température mondiale. Donc, il y a eu des anomalies de température de la surface mondiale entre 1951 et 1980. C'est ce que l'on voit ici à l'image. Donc, les couleurs rouges dominent, plus particulièrement au cours des dernières années. Et au cours des dernières années, la nature envoie des messages disant que quelque chose est en train de se passer. Chaque année a battu un record. Je crois que 2018, c'est l'année la plus chaude des dernières décennies pour la température de la surface du monde. Donc, les océans fournissent nos moyens de subsistance. Ils nous donnent des aliments, des médicaments et il permet également d'aspirer le carbone de l'atmosphère, d'aspirer la chaleur, d'absorber la chaleur. Il conserve la chaleur et donc atténue le rythme du changement climatique. Donc, il atténue l'effet négatif du changement climatique. Donc, l'océan absorbe de la chaleur. 1 mètre d'océan correspond à 30 km d'atmosphère. Donc, l'océan absorbe la chaleur et la conserve pendant longtemps dans les profondeurs de l'océan. 90% de la chaleur excessive induite par l'activité humaine depuis la révolution industrielle est absorbée par les océans. Les océans nous rendent un grand service, mais il y a un mais. Cela se fait aux dépens du réchauffement des océans, de l'acidification, de la déoxygénation, de l'augmentation du niveau des mers, de la fonte des calottes glaciaires, de la fonte du permafrost, etc. Donc, l'augmentation du niveau des mers représente un défi, en particulier pour les petites îles, les communautés côtières et également pour les économies bien développées. Depuis le début de la période d'observation, qui commence avec des marégraphes et puis ensuite des satellites,
on a remarqué que le niveau des mers mondiales a augmenté de 22 cm depuis 1880. Et ce niveau continue à accélérer, à augmenter de manière accélérée. Donc, dans les années 1980, la tendance était de 3,5 mm par année. Depuis 2010, elle est de 4,6 mm par an. Donc, l'augmentation est d'environ 5 mm. Donc, les raisons, c'est il y a également un afflux des glaciers qui fondent, de la calotte glaciaire du Groenland et de l'Antarctique. Cela a d'énormes conséquences pour notre système climatique. Vous verrez ici une photographie de Bergen, où j'habite. Ici, donc, c'est Briggen. Briggen, c'est un lieu de patrimoine mondial de l'UNESCO. Et après un orage, on voit que ce lieu se retrouve sous l'eau. Donc la perte de glace au Groenland est énorme. Et cette glace va dans l'eau. Donc si toute la glace avait fondu, cela correspondrait à 7 mètres. Donc, il y a une interaction entre les eaux chaudes qui mènent à la fonte de la glace. Donc, je ne vais pas vous dire quelle serait l'augmentation du niveau des mers si tout l'Antarctique fondait, mais ce serait beaucoup. Donc, vous voyez sur la carte ici, à droite, il y a beaucoup de pertes de masse qui a lieu en ce moment. Les océans sont tous interconnectés. On peut bien le voir ici sur cette projection des océans. Donc, océan Pacifique, Indien, Atlantique et Arctique, ils sont tous interconnectés par la circulation de l'eau, la chaleur, le carbone et les gaz dissolus. Vous pouvez voir, enfin, on ne peut pas voir la circulation 3D ici, mais peut-être que sur la diapositive suivante, ce sera possible. Voilà la représentation idéalisée de la circulation de l'océan. Donc, les courants sont représentés ici. Il s'agit donc des courants qui se déplacent. La circulation thermohaline, c'est comme cela qu'on appelle cela. Vous voyez le Gulf Stream dans les latitudes du nord et cette eau chaude est responsable du climat relativement chaud dans cet endroit et grâce à cela, il n'y a pas de glace dans ces zones. Et donc, il y a une interaction avec l'atmosphère, perte de chaleur, devient plus dense et coule au fond. Et là, ces eaux denses circulent vers le sud. C'est là le modèle. Donc, cette structure verticale est très importante. Donc, ces eaux circulent vers la région équatoriale et là, elles remontent à la surface. Donc, l'eau chaude commence à la surface, coule et remonte à la surface et cela prend environ 1000 ans. C'est la façon dont on peut atténuer les changements climatiques, à savoir le stockage du carbone et de la chaleur dans les océans. Si on va plus vers le sud, l'eau qui entoure l'Antarctique, donc là, il n'y a pas d'obstacle pour le mouvement de l'océan. Donc, les courants peuvent tourner tout autour et cela permet à l'eau de remonter dans l'océan Pacifique et l'océan Indien. Un autre aspect important de la région antarctique, c'est la production d'eau très dense et qui coule tout au fond de l'océan. La circulation des océans n'est pas aussi simple que cela. Il ne s'agit pas uniquement de flèches. C'est une circulation tridimensionnelle. Il y a beaucoup d'activités comme les tourbillons,
qui ne sont pas représentés sur cette image. Et il nous faut comprendre ces processus car notre compréhension du climat vient de notre capacité à modéliser ces processus. Et on y parvient à l'aide des lois de la physique thermodynamique et la grille de l'océan où on applique des équations à l'aide d'outils informatiques. Donc, chacune de ces boîtes représente environ 10 km. Donc, il s'agit d'une boîte d'environ 10 km sur laquelle on n'a pas d'informations sur ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, toutes les turbulences ont lieu à l'intérieur. Il nous faut bien les comprendre pour pouvoir les représenter sur ces modèles et à l'aide d'équations. Il s'agit là d'un exemple de ce qui se passe. Donc, c'est une résolution relativement élevée pour un modèle mondial. On voit le Gulf Stream qui tourbillonne les eaux chaudes et qui interagissent avec les eaux froides qui nous viennent des courants du Labrador. Donc, c'est une grande variabilité. Il y a une unité pour le flux du volume. C'est 1 million de centimètres cubiques. Et cette unité nous vient d'une personnalité dans le domaine de l'océanographie. Donc on est plus ou moins entre 30 et 50 swerdrops. Donc cette unité là, correspond à toutes les rivières du monde qui vont dans les océans. Donc si on s'approche de l'équateur, alors la taille des tourbillons augmente à cause des contraintes planétaires. Mais toutes les pulsations, les actions qui s'y déroulent dans cette simulation nous montrent à quel point l'océan est dynamique. Cela a pris du temps, longtemps, pour arriver à de telles simulations. On ne savait pas que l'océan était dynamique. À l'époque, il y a simplement 60-70 ans, et on pensait que l'océan était calme et que rien ne s'y passait en profondeur. Et donc, il a eu cette expédition du Challenger en 1972 qui a collecté des données sur les courants océaniques, la géologie, la chimie des océans. Et les expéditions continuaient. Et on s'est rendu compte que si on met toujours les outils au même endroit, finalement, on dépense de l'argent pour rien. On n'obtient pas de nouvelles données. Il n'y a rien qui change. Et donc, tout a été simplifié, finalement. Et finalement, on utilisait uniquement les navires pour collecter des données. C'était notre seul moyen. Et on continuait les observations. Elles étaient assez approximatives, donc cela manquait et ne permettait pas de donner les interactions complexes qui existent dans les flux océaniques. Et donc, si on regarde ce qu'il se passe à l'échelle mondiale, eh bien, tout est instable. Il y a différentes échelles, des tourbillons qui interagissent l'un avec l'autre. On peut avoir quelque chose qui se fait sur des centaines de kilomètres. Et puis, il y a aussi des interactions à la méso-échelle avec différents phénomènes et qui sont sur des échelles du kilomètre à 100 km. Et puis, on a la sous-méso-échelle et puis les turbulences de petite échelle. Donc, il faut résoudre toutes ces interactions hyper complexes, tous ces ensembles d'échelles différentes pour pouvoir correctement et adéquatement représenter ce qu'il se passe dans l'océan. Durant ces 10 dernières années, il y a eu beaucoup de développement. Les vaisseaux de recherche équipés d'instruments modernes, d'outils qui permettent de mesurer la structure, la salinité, la densité de l'océan et les courants horizontaux ont été utilisés pour améliorer notre connaissance de l'océan. Les satellites, les détecteurs à distance, les satellites équipés de capteurs actifs tels que radiométriques, laser, nous ont permis de cartographier la surface des océans pour mesurer la température, pour topographier l'océan, étudier toutes ces activités, parce que toutes ces activités, évidemment, changent les températures à la surface et on peut détecter ceci. On peut voir la couleur de l'océan qui représente sa biologie.
Ensuite, nous avons obtenu de nouveaux instruments, des instruments qui sont les sondeurs de microstructures qui nous ont permis d'étudier les turbulences et nous ont ouvert de nouvelles perspectives lorsque nous avons pu étudier les turbulences. Et on a assez récemment mis en place des robots qui ont permis de grands progrès technologiques. Certains sont propulsés, tels que des robots autonomes qu'on peut voir ici au milieu, où il y a également des planeurs, des hydroplaneurs qui suivent les colonnes d'eau, tout simplement pour collecter des données au cours de leur voyage. On a également des argoflotes, comme on les appelle, donc ce sont des engins robotiques qui sont jetables, donc après 5 ans, on ne les utilise plus, et ils visent une profondeur de 1000 mètres. Ils ne collectent aucune donnée à ce moment-là, ils ne font que glisser jusque-là, dériver jusque-là pendant 10 jours, et puis il finit par tomber jusqu'à 2000 à 6000 données, et quand il remonte, il collecte toutes les données durant sa phase ascendante sur la salinité, la densité, l'oxygène, la chimie, et durant cette période de 10 jours, on peut avoir une estimation des courants de profondeur. Donc Argo, c'est un programme international qui permet de contribuer à l'observation mondiale de l'océan. Aujourd'hui, nous avons plus de 3800 opérations de ce type et on voit ici l'exemple de la couverture de notre océan. Cela nous donne des profilages, plus de 400 profilages par jour. Avec ces informations, on peut ensuite, de manière adéquate, calculer le contenu en chaleur de l'océan. Donc on a les données nécessaires pour le faire. Les planeurs océaniques, par rapport à ces précédents engins, utilisent un autre système. Ils sont pilotés à distance, donc vous pouvez lui donner des coordonnées. Et l'instrument, lorsqu'il revient à la surface, vous pouvez lui envoyer de nouvelles coordonnées et télécharger les données qui sont directement accessibles à un ordinateur. Ils peuvent être utilisés pendant des mois, voire pendant une année, tout en donnant des données permanentes. Donc c'est un gros avantage de ce type de système. Nous avons un autre avantage également, c'est que ces données peuvent être envoyées directement à un satellite et ceci arrive directement au centre d'opération qui utilise ces données pour les prévisions météorologiques, par exemple, en direct. Et tous les jours, ils peuvent ajuster leur modèle grâce aux informations qui arrivent des argoflotes et des gliders, donc des planeurs, et permettent de meilleures prévisions climatiques. Avec tous ces outils à notre disponibilité, on peut cartographier le contenu en chaleur de l'océan. Alors ici, c'est un graphique pour le système terrien. Donc on a l'océan, on a l'atmosphère et la Terre, et on voit que c'est l'océan qui absorbe le plus de chaleur. On est à 90% depuis les années 60. Les unités ici, ce sont des états-joules, c'est-à-dire un joule avec 21 zéros. Donc on parle d'une énorme énergie ici. Mais si on observe la distribution verticale de cette chaleur, on voit que les 300 mètres les plus élevés ne représentent que 40% de cette chaleur. Donc il y a beaucoup de chaleur qui va vers le fond de l'océan. Donc il faut comprendre comment cette radiation est absorbée. Mais comment se fait-il que cette radiation, cette chaleur, descend jusqu'à 6000 mètres de profondeur ? Donc finalement, on a étudié les tourbillons qui distribuent la température horizontalement, pardon. Mais il y a également des turbulences, et ces turbulences font un mélange qui distribue la chaleur à ce moment-là verticalement. Alors cette grande énergie, cette grande quantité d'énergie correspond
à 60, une ampoule de 60 watts qui réchaufferait 100 piscines olympiques. Donc c'est vraiment une toute petite charge d'énergie, mais à conséquences énormes, telles que le réchauffement climatique, le changement climatique. Donc il faut vraiment que nous étudions ce petit chiffre. Alors, donc c'est ce qu'on appelle ce mélange turbulent qui redistribue la chaleur verticalement, et ça, là, sera le sujet principal du reste de ma discussion du jour. Donc on a des turbulences tous les jours, vous le connaissez, les turbulences. Dans la discussion de Steve, on a entendu parler des éruptions, cette explosion. Nous avons également simplement la fumée de votre cigarette, c'est également une turbulence. S'il n'y a pas de turbulence, eh bien, il va y avoir simplement de la diffusion moléculaire. Mais si vous ajoutez de l'énergie, par exemple, si vous mettez du sucre dans votre eau et que vous la mélangez avec une cuillère, ça c'est l'apport en énergie, alors là c'est une turbulence et donc on a un mélange qui se fait beaucoup plus rapidement. Si vous n'apportez pas d'énergie, eh bien, c'est un système qui va s'arrêter. Donc l'océan a besoin d'énergie en permanence parce qu'il faut maintenir la circulation et les turbulences sont au centre de cette circulation. Donc, quelle est la source d'énergie, finalement? Le mélange par turbulence s'appuie plutôt sur l'énergie éolienne et marémotrice. Et donc, vous pouvez voir que dans l'océan, il y a des couches, des stratifications, et entre chaque strate, il y a des vagues. Elles font environ 10 mètres de hauteur et très très larges. Et quand il y a un déferlement, eh bien, elles libèrent de l'énergie. Donc il y a des vagues qui sont générées par le dessus, c'est-à-dire par le vent, ou par les marées en dessous. Ici, sur le lac de Genève, il n'y a pas de marée. Mais les marées sont un composant très important des turbulences océanographiques. Donc, il y a différentes interactions et on arrive à la petite échelle finalement et on se retrouve à l'échelle du centimètre avec nos turbulences. Donc, pour le reste de ma discussion, de cette présentation, je vais vous donner des exemples de recherches qu'on a effectuées sur les mers norvégiennes et dans l'océan Arctique. Alors, la mer norvégienne, c'est le nom commun pour le Groenland, l'Islande et la Norvège. Donc, c'est une grande partie de la circulation à grande échelle mondiale. Donc, on voit cette eau chaude, le courant nord-atlantique qui amène de l'eau chaude, qui est responsable du climat chaud sur les côtes norvégiennes. Et vous voyez également celui qui amène le courant le long de la Norvège, et tout ceci est amené dans l'océan Arctique. Entre le Groenland et l'Islande, il y a une circulation, et donc il y a une grosse perte d'énergie, une densification, et donc cela se retrouve en plus grande profondeur, et puis il y a une ressortie de cette circulation. Les différents chenaux entre le Danemark, l'Islande et le Groenland, ce sont vraiment les endroits où cette eau se déplace. Dans la mer de Norvège, on a un bassin dont on parle souvent, le bassin de Loften. Et si on voit sa chaleur, eh bien, il est assez chaud. Et on a une distribution de la chaleur qui est verticale et horizontale. Et donc, si on observe la topographie de surface grâce aux satellites, on voit qu'il y a un très haut niveau d'énergie. Il y a beaucoup de tourbillons dans cette région. Donc, cette énergie que l'on appelle cinétique de tourbillons, parfois elle ressemble à ceci, et donc on a un point rouge au milieu de ce bassin. On a découvert que c'était vraiment un vortex qui est quasiment permanent dans le bassin de Lofoten, et donc c'est là qu'il y a des vagues qui deviennent non stationnaires et qui créent ce vortex au sein du bassin. C'est assez important pour la pêche.
il y a beaucoup de poissons. Et ici, on voit également qu'il y a beaucoup de chlorophylle et beaucoup d'activités à la méso-échelle. Vous pouvez le voir avec les colonnes d'eau par rapport à la rotation de la Terre. Il y a beaucoup de microstructures en activité. Donc on a mis en place un projet là-bas. On voulait étudier ce vortex dans le bassin et comprendre la dynamique de ce vortex. Ça ressemble à des spaghettis ici, on est bien d'accord, avec toutes ces flèches qui vont dans tous les sens. Eh bien, ce sont les transmissions d'informations qui nous viennent de 4 planeurs qui collectent des données pour nous. Ils sont là, ils font du profilage, des milliers de profilages depuis 2 ans. Ils passent dans le bassin et traversent ce vortex. Ils voyagent en spirale, en ressortent, ils rentrent. Et finalement, on a la dynamique de ce vortex. Et finalement, au front entre les eaux chaudes et les eaux froides, on peut observer ce qui se déroule. Ce qui est intéressant de tout cela, c'est qu'on obtient des données quelles que soient les conditions météorologiques. Tandis que quand il s'agit d'un navire, parfois il faut arrêter les échantillonnages à cause du mauvais climat. Ici, vous pouvez voir une croisière en mars. Il était complètement impossible de collecter des données. Et donc, vous voyez la force de ces collecteurs de données que sont les planeurs. Ils nous aident vraiment à obtenir énormément de données, quelles que soient les conditions climatiques. Donc, on n'a pas uniquement ces planeurs, mais on avait également des flotteurs qu'on a utilisés et qu'on pouvait traquer. On les mettait à certaines profondeurs, par exemple à 500 mètres, et grâce à une triangulation acoustique, on pouvait les identifier. Et on a utilisé ceci pour voir la cohérence entre les informations qu'on obtenait sur ce vortex et comprendre vraiment ce qui se déroulait. Donc vous pouvez voir les flotteurs qui sont attrapés dans les limites virtuelles du vortex, et vous pouvez voir également le planeur qui rentre dans le vortex, il voyage en spirale et ressort. Et donc vous voyez que la plupart des flotteurs sont attrapés par ce tourbillon et ne font que voyager dans le bassin. C'est un diamètre de plus ou moins 20 km pour ce vortex. On a certains de nos flotteurs qui sont à seulement 50 mètres. Alors ils s'échappent parce que proche de la surface, il y a moins de contraintes dynamiques, de barrières dynamiques à cause de l'effet de la rotation. Et donc ils peuvent s'échapper. Et donc il était crucial pour nous d'obtenir des informations détaillées afin de bien comprendre la physique de ce phénomène. Mais c'est une structure qui est pérenne. Ensuite, vous envoyez vos navires dans ce vortex. Donc on a mis en place différentes stations et on a commencé d'abord par l'extérieur, par la limite de ce tourbillon. On a mis en place des profils qui nous donnent une image, une coupe de ce vortex. Et puisque c'est une structure circulaire, il suffit d'en voir la moitié. Et ici, on observe les températures qui sont mesurées par ce cadre équipé d'équipements de mesure de salinité, de température et de courant. Et vous voyez qu'à 700 mètres de profondeur, il y a des eaux froides quand on est un peu plus loin du centre, tandis qu'en plein centre, il y a des eaux chaudes jusqu'à 1200 mètres. Et il en est de même pour la salinité. Ici, on a le diagramme de salinité. Donc, on voit ici qu'il y a des chiffres plus hauts. Donc, le rouge, c'est la plus haute salinité. Pour ceux qui disent que l'océan était calme en profondeur, eh bien, regardez ces chiffres. Ici, c'est la vitesse de tourbillonnement de ce vortex. Et ici, ce sont des mètres par seconde. Et si on prend une rivière, ça va jusqu'à 1 mètre par seconde. Et ici, on est à 1000 mètres de profondeur.
et on a de tels courants, de telles forces de courant, de turbulence à 1000 mètres de profondeur. Donc évidemment, cela a des conséquences pour la biologie et pour la durée de vie de ce vortex. On peut en mesurer la turbulence avec des outils spécifiques qui mesurent les fluctuations à basse échelle. Et si on observe cette région à 1200 mètres, à la base de ce tourbillon, il y a beaucoup de paramètres de dissipation, le taux de dissipation qui est assez faible. Et c'est un intermédiaire qui nous permet de connaître l'intensité de la turbulence. Et l'échelle est logarithmique. Chaque intensité est 100 fois, 1000 fois plus grande que la précédente. Et donc, les chiffres sont comparables finalement aux turbulences en surface quand il y a des conditions de grand vent. Je pense que c'était une belle découverte que nous avons effectuée ici. Je souhaiterais maintenant aller un peu plus au nord, dans l'océan Arctique. C'est comme un canari dans une mine de charbon. Le taux du réchauffement est plus important que la moyenne mondiale. Là, vous voyez la température de surface, 4 degrés dans la région arctique, en raison en particulier de l'effet albédo, de l'effet de la réflexion. L'océan Arctique est un océan, il n'y a pas de terre, 4000 mètres d'eau sous la glace de mer. Et donc, l'océan mouve constamment avec les marées, les vents, etc. Donc, si on retire la glace, on expose la surface plus foncée, l'eau qui absorbe davantage de chaleur des rayonnements. Donc, si on retire la glace de mer, on laisse l'océan absorber davantage de chaleur. Et en conséquence, donc, le problème de la poule et de l'œuf, le volume de la glace de mer de l'Arctique diminue. Donc là, cela vous montre l'énorme changement qui est en train d'être de se passer. Alors, la glace de mer qui survivait pendant l'été est très limitée maintenant. Donc, moins de 95% a disparu, de cette glace d'été a disparu. Donc, quelle est la raison de la fonte de cette glace? L'atmosphère est responsable, mais on ne peut ignorer le rôle de l'océan, des turbulences en particulier. La chaleur arrive dans l'océan Arctique par deux voies. La mer de Barents, ça c'est la première voie, et l'autre vient de l'océan Pacifique. Et ensuite, cette chaleur circule dans l'océan Arctique. Et s'il y a suffisamment de chaleur, il y a suffisamment de chaleur pour faire fondre la glace à plusieurs reprises. Mais cette chaleur est submergée sous des courants très froids. Ces changements ont lieu dans l'Arctique. Alors, il y a l'atlantification. C'est l'eau atlantique qui remonte. Il y a également moins de glace de mer, des cycles saisonniers plus forts. Et donc, ces cycles saisonniers sont renforcés. Cela peut mener à davantage de vent et de turbulences et de mélange vertical. Donc, cette perte de glace de mer, donc, 1 W par mètre carré, c'est un chiffre assez petit. L'atmosphère est responsable d'une grande partie de ce processus, mais l'océan est également responsable. Par exemple, l'eau atlantique chaude que l'on voit ici dans la partie rouge du graphique, donc passe par une région de mélange des marées. On peut extraire ensuite cette chaleur qui va jusqu'à la glace de mer. Et puis ensuite, les tourbillons arrivent de manière horizontale et redistribuent cette chaleur. On a toutes les vagues à l'intérieur qui sont responsables de 1 watt par mètre carré.
Et puis, on a la structure particulière de l'océan Arctique qui nous donne cette image d'augmentation en forme d'escalier, augmentation de la chaleur en forme d'escalier. Ça, c'est un effet de la mesure 1 watt par mètre carré. Si on regarde le profil de l'océan Arctique, on voit donc la température en rouge et le noir, c'est la salinité. Donc, on est dans l'océan Arctique central. On atteint le point de gel à 50 mètres. Mais on a également une stratification de salinité. Donc, on a la couche froide, et puis ensuite la couche de salinité, et ensuite l'eau atlantique chaude. Si on mélange cette chaleur vers le haut, à ce moment-là, l'eau fond. Et c'est un scénario très dangereux, mais qui peut arriver si on retire la glace de mer. À ce moment-là, il y a davantage d'énergie qui peut causer ces turbulences. Mais cette couche froide limite ce réchauffement. Là, vous avez une image d'un ours polaire qui nage dans l'eau. Je suis sûre que cet ours préfère se déplacer sur la glace de mer. Donc, quel est le rôle de la chaleur de l'océan Arctique pour la glace de mer? Donc, j'ai fait plusieurs expériences, en commençant en 2007. Nous sommes allés à ce camp de glace près du pôle Nord, qui s'appelle Barneo. Donc, de la glace de 2 mètres d'épaisseur, nous avons déployé nos instruments pour recueillir les données sur les courants, etc. Nous avons appris beaucoup grâce au recueil de ces données. Donc, à gauche, vous voyez une structure similaire. Les diagrammes sont techniques car ils proviennent d'études scientifiques, donc ignorez-les. Mais donc, la courbe noire, c'est le taux de dissipation des turbulences. On en a parlé. Donc, plus les chiffres sont importants, plus il y a de turbulences. Et on voit le mélange au fond, à 200 mètres. Mais ce qu'on voit en haut, à 100 mètres de profondeur, c'est une turbulence liée à la force du vent. C'est quelque chose qu'on a pu décrire grâce aux données que nous avons pu recueillir. Nous sommes rendus compte que cette stratification de la salinité dans la couche supérieure fait qu'il n'est pas possible d'établir des mélanges entre les différentes barrières. Mais si l'on énergise le champ interne, on peut retirer cela, et donc cela peut être une rétroaction négative pour la glace de mer. Maintenant, du côté du Pacifique, nous étions dans l'Arctique, allons au Pacifique. Nos collègues ont identifié ces bombes de chaleur qui détruisent la glace de mer arctique. Il s'agit de poches d'eau très chaudes qui sont expulsées sur la côte de l'Alaska, et cette eau chaude peut plonger sous la glace de mer. Elle se mélange avec l'eau ambiante, et les eaux qui nous viennent d'en dessous emmènent des nutriments qui sont essentiels pour la biologie. Et puis, ensuite, l'eau est piégée, la chaleur est piégée pendant de nombreux mois et parfois années, et il se propage à l'intérieur de l'océan Arctique. Et cela est un moyen de pouvoir extraire de la chaleur et de pousser cette chaleur au centre de l'Arctique. Alors, du côté de l'Atlantique maintenant. Dans l'Atlantique, il y a plus d'énergie, plus de chaleur, plus d'action. Et il se passe bien plus de choses en termes de transfert de chaleur. En 2015, nous avons eu une expédition en Norvège, norvégienne plutôt. Tout le monde a recueilli des données au nord de Svalbard. Donc, on s'est déplacé avec la glace de mer de l'hiver à l'été. On a recueilli beaucoup de données, on les a synthétisées, et ce que nous avons appris, c'est que si les eaux atlantiques donc chaudes sont proches de la glace de mer,
Et si vous avez des vents orageux, vous pouvez extraire jusqu'à 100 watts par mètre carré. Souvenez-vous, on n'avait besoin que d'1 watt par mètre carré. Donc, ces événements peuvent avoir de très grandes conséquences. On a déployé des instruments juste sous la glace de la mer, à la frontière de la glace de la mer, pour recueillir des données, même en hiver. Donc, en hiver, dans l'Arctique, il fait nuit, il n'y a pas de rayonnement. Et donc, si on s'est dit, si on ne peut pas quantifier la contribution de l'océan en hiver, eh bien, voilà. Regardez ici la partie grise et noire de ce graphique de 0 à 15 watts par mètre carré. En hiver, dans des conditions calmes, sans vent, sans rien, on a environ 1 watt par mètre carré de chaleur. Dans une météo orageuse, ce chiffre double. Une entreprise très importante récemment, c'est celle de la mosaïque. Donc, l'Observatoire multidisciplinaire pour l'étude du climat arctique. Donc, en utilisant une plateforme allemande. Ce projet a duré pendant 1 année, le recueil de données pour un cycle annuel complet. Le plan, c'était de dériver donc, sur le trajet que vous voyez ici à l'écran. Le vaisseau est arrivé en juin-juillet, et puis ensuite on a dû retourner vers le nord et continuer à dériver. Différentes disciplines, l'atmosphère, l'océan, on a recueilli énormément de données, les écosystèmes, la biologie, la biochimie. Donc, il y a des ateliers, des conférences qui abordent ces données. Alors, moi, j'ai participé, bon, je ne vais pas vous parler de toute cette expédition mosaïque, mais nous avions un instrument conçu spécialement pour cela. Donc, c'est un instrument qui flotte. Donc, on le force à aller à 60 mètres de profondeur à l'aide d'un poids, et puis ensuite, on lâche le poids. Et ainsi, cet instrument peut recueillir des données. Donc, on a sondé l'océan pour sonder la structure de la turbulence sous la glace de mer. Et puis, le long de cette dérive, on avait plus de 200 profils, différentes conditions, des vents. Et nous étions près des rides de pression. La glace de mer n'est pas plate. La glace est en mouvement constant. Sous la glace, on a peut-être 8 à 10 mètres de quilles. Et cela signifie beaucoup par rapport à la couche supérieure. Donc, nous avons mené à bien beaucoup d'analyses, et vous verrez ici les différentes images au mois de juin. Et puis ensuite, en septembre, on a beaucoup de parties qui ont fondu à la surface de la glace. On est parti avec un Zodiac, on a recueilli des données. Donc, à partir de trous dans la glace, beaucoup de détails. Là, vous avez une image qui vous montre l'élévation de la glace à la surface et l'épaisseur de la glace. On voit en couleur rouge 8 mètres. Et pour ceux de vous qui n'ont jamais vu de la glace de mer, elle n'est pas plate. Et il peut y avoir de la neige, exactement, parfois. Et c'est difficile de naviguer d'un point A à un point B. Alors, ça, c'est quelque chose qui me passionne.
à savoir donc la banquise, là où la glace dérivante. Les turbulences dans les 20 mètres supérieurs augmentent lorsqu'on dérive vite, car il y a la friction, des turbulences dans ces 20 mètres. Et les canaux, donc ce sont les fissures. Et là, cela fait en sorte qu'on perd de la chaleur. Et dans les 2 mètres supérieurs, il y avait davantage d'énergie, 2 fois plus que dans la glace fine. Donc, ce genre de données nous a permis de catégoriser, de mieux comprendre. Donc, nous n'en sommes qu'au balbutiement, mais ces technologies nous permettent de recueillir de bonnes données. Donc, des quilles, de rides de pression, beaucoup de turbulences. Dernier processus, je vous donne une idée un petit peu de ce qui se passe, des processus de mélange dans l'océan Arctique. Donc ça, c'est le dernier qui vous montre des paramètres. Et il s'agit là des marées. Les marées, lorsqu'elles marchent par rapport à la topographie, elles peuvent générer, produire des phénomènes qui peuvent mener à un mélange. L'histoire est un peu compliquée dans l'océan Arctique. Elle n'est pas linéaire. Récemment, on s'est rendu compte, à l'aide de données détaillées, que les voies de l'énergie des marées au mélange des eaux océaniques n'étaient pas du tout linéaires. Et il y a beaucoup de paramètres dont je ne vais pas parler en détail, mais si vous regardez la carte ici, vous verrez qu'il y a des couleurs vertes, où les courants de la marée sont les plus importants, 1 mètre par seconde. Donc, cela revêt une importance importante pour le mélange des courants. Donc, si on imagine 2 couches, la surface et le pycnoplane, où on a la stratification, et puis on a la topographie. Donc, lorsque la marée pousse l'eau par-dessus la topographie, cela crée une dépression dans la surface et donc cette vague souhaite se propager, mais le courant des marées est si fort qu'elle piège la vague. La vague est piégée. Mais lorsque la marée se retire, la vague peut se propager, elle n'est plus piégée. Et puis, ensuite, des poches de vagues se développent, elles peuvent se briser et mener à des turbulences. Donc, au nord de Svalbard, donc un projet de 100 km qui part de 100 km. On a occupé ces stations, on a recueilli des données sur les turbulences. Les couleurs représentent les turbulences. Rouge, c'est très turbulent. 300 mètres donc de profondeur. Et toute la colonne d'eau est turbulente. De grands nombres, un grand chiffre. Et cela vous montre donc la crête des vagues qui sont perçues par les satellites, par l'imagerie satellite, car les vagues internes, donc cette signature à la surface, on peut les détecter grâce aux images satellites. Donc là, vous voyez ces 300 mètres où on voit de petites vagues qui sont générées, produites et propagées. Donc on s'est dit, allons-y. On va y rester pendant 24 heures et puis recueillir des données de manière répétée. L'équipe n'était pas contente, mais nous avons recueilli une bonne série de profils de turbulence qui nous montraient donc ces 300 mètres. Donc je ne sais pas combien de mètres fait la tour Eiffel, mais en tout cas c'est assez grand. Donc là on avait donc ces turbulences. Et par rapport à ce qui se passait, cela semblait correspondre. Et donc, on a dit que c'était quelque chose qui était commun dans l'océan Arctique. Et cela avait trait au mélange turbulent. Donc, en moyenne, on a besoin d'1 watt par mètre carré
pour cartographier la glace de mer. Voilà, donc là, ça c'est ma dernière diapositive. Notre capacité à prévoir ce qui va se passer augmente. Nous apprenons beaucoup de ces nouvelles technologies. Nous vivons dans une époque passionnante. C'est passionnant d'avoir toutes ces technologies qui nous permettent de recueillir de bonnes données, de faire de grands progrès. Cela étant dit, je souhaite maintenant vous remercier toutes et tous pour votre patience et j'aimerais terminer en vous citant une citation de Doug Webb, le fondateur de Teledyne Web Research, qui a inventé l'instrument dont je vous ai parlé. Travaillez dur, amusez-vous et changez le monde. Thank you. Thank you, Christophe. Please take a seat. Comme vous le savez, c'est la richesse de ce colloque d'avoir plusieurs conférenciers durant toute la semaine. Des conférenciers, pour cette fois, qu'on a décidé d'inviter en nombre sur scène pour discuter, pour élargir la discussion. J'ai donc le plaisir d'inviter ce soir avec nous Kim Prather de l'Université de Californie à San Diego, Friedhelm von Blankenburg et Nick Lane qui est là avec nous. Merci de nous rejoindre. Take a seat. So, I'll switch to English. Je vais passer en anglais. Et nous allons avoir peut-être une discussion de 5 minutes et puis je laisserai la parole aux questions. Nous allons peut-être commencer par les autres invités. Donc, j'ai des questions d'abord qui sont liées à vos diapositives. Vous avez parlé très loin dans les détails, vous êtes dans l'observation des océans, mais en même temps, l'océan est immense, complexe. J'aimerais vous poser cette question. Sur une échelle de 0 à 100, à 10 plutôt, quelle serait la note que vous vous donneriez pour votre connaissance ou pas de l'océan? Et comment aller encore de l'avant? Alors je pense qu'il est clé de continuer à comprendre notre compréhension des processus. De 0 à 10, où est-ce qu'on doit aller? Je pense que 7. 7, c'est pas mal. Donc il est important de souligner que ces études de processus, c'est une étude de processus, et donc on apprend de ces processus et ensuite on peut l'appliquer à l'échelle mondiale, ou en tout cas où les événements se déroulent. Donc c'est vraiment l'objectif de ces études de processus. On n'est pas obligé de les effectuer partout, mais on en apprend, on fait cette étude et puis on peut appliquer cette compréhension. Et il faudrait qu'on arrive à 10 sur notre échelle de compréhension. Donc, j'aimerais vous poser cette question aux autres orateurs. Et on va peut-être commencer avec Friedhelm. On vous a entendu parler lundi. Vous étudiez le thermostat qui est lié au CO2 émis par les volcans et absorbé par les roches. Mais à quel point les océans sont-ils intéressants pour vous? À quel point ce type de recherche peut-il être intéressant pour votre domaine d'études? Alors, tout d'abord, j'effectuais des recherches par le passé qui étaient liées à cela, il y a quelques années. En effet, les isotopes qui sont utilisés sont également utilisés pour la circulation des océans dans le passé et aujourd'hui. Et donc, c'est une thématique que je connais. Par contre, pour votre question, savoir si cela est lié à la régulation du climat planétaire, c'est très fortement lié, évidemment, puisque l'océan absorbe énormément de CO2, qui est donc retiré de l'atmosphère, et c'est finalement le lieu où il est emmagasiné. Et donc, l'échelle de ce mécanisme est lié à la circulation des océans, et la circulation océanique est également liée à des processus chimiques et par exemple la profondeur où la calcite est formée. Donc tout ceci est tout à fait pertinent. Et il y a un autre processus biologique également lié à cette circulation océanographique, c'est-à-dire l'apport de nutriments qui permet la croissance des phytoplanctons qui consomment plus de carbone. Donc finalement, tout est lié, étroitement lié. Nick, la même question pour vous.
quels sont les liens avec vos recherches sur l'étude de l'origine de la vie? Je pense que c'est étroitement lié, mais il est très difficile de l'expliquer. Il faut comprendre à quel point ce système est complexe et à quel point on n'en comprenait que très peu de choses jusqu'à très récemment. Et donc ce que j'essaye de faire, c'est de comprendre le rôle de l'océan il y a 4 milliards d'années dans les cheminées de profondeur. Alors, certaines personnes pensent que la vie a commencé sur Terre, certains pensent que cela s'est fait dans les mers, et quoi qu'il en soit, le mélange a été tout à fait essentiel. La Lune était plus proche, donc il y avait certainement plus de marées, plus de turbulences, et donc j'ai vraiment été étonné de voir à quel point la topographie pouvait avoir un effet sur ces turbulences. Et donc, s'il y avait moins de terre, je ne sais pas ce que ça voulait dire à l'époque sur les courants. Par ailleurs, il y a autre chose qui est très difficile à comprendre, c'est la salinité des océans. On pourrait imaginer que la salinité est similaire à celle d'aujourd'hui, mais la température et la salinité semblent avoir beaucoup d'effets sur le mélange océanographique et sur les turbulences. Je ne sais pas, ce sont des suppositions, mais je suis certain que tout ceci est très important pour mes recherches, mais c'est très difficile pour moi de prendre les informations d'aujourd'hui, de voir la complexité d'aujourd'hui et voir comment je peux l'extrapoler à ce qui se passait il y a 4 milliards d'années. Je n'ai vraiment pas d'idée claire de comment ce serait possible. Mais peut-être que vous pourriez nous aider parce que vous travaillez également sur les aérosols dont vous allez nous parler demain. Alors oui, c'est tout à fait pertinent, évidemment. Les océans et l'atmosphère sont en discussion permanente, en échange permanent. Et un des problèmes, c'est que nous devons mieux comprendre, mieux travailler ensemble, mieux collaborer parce que les modèles de circulation océanique font changer également les flux dans l'atmosphère. Et cela a surpris beaucoup de gens de savoir que finalement les flux océaniques pouvaient contrôler l'atmosphère. Par ailleurs, et l'océan, j'en parlerai demain, cet aspect des turbulences, et c'est très intéressant pour moi, puisque les océans émettent beaucoup d'aérosols, et j'étudie les aérosols, qui créent des nuages qui ont beaucoup d'effets sur le climat. Et par les turbulences, il y a également beaucoup d'émissions de gaz, tels que les forêts. Donc cela crée également des nuages. Et donc la composition de l'atmosphère est très fortement liée à l'océan. Donc je travaille auprès d'océanographes tous les jours et nous essayons toujours plus de lier ces deux domaines. Alors j'ai une autre question pour vous, Ilker, mais également pour tout le monde ici autour de la table. On sait que entre 2021 et 2030, c'est la décennie de l'océan pour les Nations Unies. Et la vision est celle-ci. Les sciences dont nous avons besoin pour l'océan que nous voulons. Donc, quelle est la science dont nous avons besoin? Quelle est votre aspiration la plus grande pour les sciences de l'océan, pour l'océan que nous voulons avoir pour l'avenir? Nous allons peut-être commencer par vous, Ilker, avant de donner la parole aux autres. Alors, c'est deux questions différentes. Ce dont on a besoin et ce qu'on veut, c'est très différent. On pourrait parler de ce que je veux, mais tout d'abord, parlons plutôt de ce dont nous avons besoin. Tout d'abord, j'espère que je vous ai convaincu de l'importance des turbulences et du mélange océanique. J'espère que nous aurons plus de recherches à ce sujet pour avoir une couverture mondiale de ces mélanges océaniques et également des interactions avec l'air, l'atmosphère et les liens avec l'écosystème. Parce que tout ce mélange, finalement, qu'est-ce que cela signifie pour les interactions avec la biologie ou avec la distribution de cette turbulence? Donc il faut vraiment que nous ayons des études interdisciplinaires à ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Ilker vient de dire. L'avenir, ce sera vraiment les intersections entre les différents domaines de la recherche, la physique, la chimie, l'atmosphère, la terre, les océans. Ils sont tous en échange permanent. On a tous passé beaucoup de temps à essayer de comprendre notre propre compartiment de la connaissance et chacun en aborde un, mais l'intégration est la clé.
D'autres commentaires? Ou je propose de peut-être donner la parole au public. Vous pouvez poser vos questions, tant en français qu'en anglais. Et elles seront évidemment traduites en direct pour nos orateurs sur scène. Et pour les personnes en ligne, vous pouvez également poser vos questions par écrit dans la boîte de discussion. Et nous les poserons sur scène. Et je pense d'ailleurs que nous avons déjà une question en ligne. Une question technique. Vous avez souligné le côté des données de vos recherches. Et quelqu'un pose une question à ce sujet. Quelle est la puissance de calcul nécessaire dans les travaux que vous effectuez? Alors, le rôle des ordinateurs, du calcul numérique, eh bien, pour l'analyse de mes données, on n'en a pas besoin de beaucoup, en fait. Pour modéler les turbulences, il faut faire des simulations directes, numériques, c'est comme ça qu'on les appelle. Et là, à ce moment-là, on parle de ce qui se passe dans un petit réservoir d'eau, donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de paramètres. On peut tout apprendre avec une petite quantité d'eau, mais cela demande un super ordinateur. Et puis, on a l'étape suivante qui demanderait beaucoup de recherche, ce serait sur le grand tourbillon. Et puis après, on pourra représenter le front océanique et des structures de plusieurs centaines de kilomètres, mais à nouveau en utilisant des superordinateurs. Donc évidemment, oui, cela demanderait beaucoup de puissance de calcul pour arriver à une échelle régionale ou mondiale. Alors il y a une deuxième question en ligne qui est liée à certains points que nous avons entendus. C'est-à-dire de savoir à quel point l'activité volcanique dans les océans impacte les turbulences et la circulation océanique. C'est une très bonne question et une question difficile. Je pense que l'activité volcanique a un rôle très important localement, sur les turbulences locales, mais peut-être pas tellement sur la circulation intégrée mondiale. Donc, par exemple, je sais que le réchauffement géothermique est de 0,05 watts par mètre carré, donc c'est vraiment négligeable comme influx énergétique. Mais quelle était la deuxième partie de la question? C'était de savoir si cette activité volcanique influence également les turbulences et si cela peut avoir des répercussions macroscopiques. Je n'en sais rien. C'est bien d'entendre cela parfois. J'aimerais poser une question moi-même qui est liée à ceci. Parce que moi, je pense à l'extinction lorsque, en Sibérie, il y a eu de la lave qui s'est retrouvée sur de très grandes régions et qui était liée au réchauffement de la planète. Et les océans sont devenus anoxiques, sulfurés, et cela a mené à la plus grande extinction de l'histoire de notre planète. Et j'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est vrai, mais que plus l'océan est chaud, moins il y a de mélange et de courants. C'est une impression que j'ai eue en regardant vos images. Est-ce que c'est vrai? Alors, je pense que s'il n'y a pas de mélange turbulent, pour quelconque raison, eh bien, on ne fait que remplir de l'eau froide dans le bas du bassin et des radiations au haut. Et donc, on se retrouve avec une très forte stratification de l'océan, ce qui est tout à fait non naturel. Et peut-être qu'il y a très longtemps, les marées étaient tellement différentes et les niveaux de mer si différents qu'il y avait quand même du mélange lié aux marées et une certaine énergie suffisante pour maintenir une circulation. Mais pour moi, ce sont des époques bien trop lointaines. Je suis désolé. Avons-nous d'autres questions du public présent ici dans la salle? Je vois une main levée, peut-être? Non? Moi, j'ai beaucoup de questions à poser. Ah, vous avez une question, vous, Frieden? Oui, allez-y.
À quel point connaissons-nous la circulation des eaux en profondeur? Parce qu'on a vu les flotteurs, et vos flotteurs étaient plutôt en surface, mais ils ne mesurent pas ce qu'il se passe à des niveaux très profonds. Donc on a les turbulences de surface. Donc à quel point connaissons-nous? Quelle est la résolution de notre connaissance de la vitesse des courants en profondeur? Ou est-ce quelque chose que je n'ai pas compris dans votre présentation? Je n'ai pas vraiment parlé de cet aspect. Alors, ces flotteurs, Argo, peuvent aller jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Donc, ils dérivent pendant 10 jours. Et entre chaque point de surface, on a une estimation des courants à des milliers de mètres de profondeur. Je ne sais pas si c'est assez profond pour vous, mais en tout cas, ça nous donne une belle indication de la circulation de profondeur. Et on en a dans tous les océans, et donc on a de bonnes données. Mais on a d'autres instruments. On a vu qu'il y avait des régions très importantes où il y avait beaucoup de circulation, beaucoup d'échanges. Et là, on a déployé là-bas des lignes ancrées au fond de l'océan pour mesurer les courants océaniques. On peut en obtenir le profil et ceci nous donne de belles informations quant aux courants et au volume transporté. Il y a un programme mondial, une collaboration internationale pour obtenir ces informations sur ces différents portails particuliers où il y a ces échanges. Alors, peut-on détecter si la circulation thermohaline diminue ou pas? D'ailleurs, c'était une question que je voulais poser. Si c'est un titre qu'on voit souvent apparaître dans les médias, de savoir si le Gulf Stream va s'arrêter un jour. Est-ce que c'est simplement quelque chose de la presse ou c'est pas vrai? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il ne va pas s'arrêter. Ça, je peux vous l'assurer. Si on observe le rapport du GIEC, il déclare avec confiance qu'il y a un ralentissement, mais qu'il n'y aura pas un arrêt. Il n'y a pas de données qui suggèrent un arrêt de cette circulation. On mesure depuis 2004 ces chiffres et on mesure la circulation de retournement atlantique d'un côté à l'autre de ce courant. Donc cela couvre toute cette circulation de retournement. Et avec ces informations, on peut observer les différentes données disponibles. On a 14 ans de données là, et cela ne montre pas de tendance de ralentissement. Il y a des suggestions que cela pourrait se réduire, on pourrait voir une réduction de cette circulation de retournement, mais on n'a pas de certitude complète pour le moment. Si on regarde ce qui se passe en Norvège, on a évalué la force du Gulf Stream, de notre portion de Gulf Stream depuis 25 ans, et on n'observe aucune indication de réduction de force du Gulf Stream. Donc on n'y est pas en tout cas. On n'a pas d'observation qui nous permettent de donner des conclusions à ce sujet. Avons-nous des questions dans la salle? Oui, je vois une question. Pourriez-vous apporter le micro? Merci beaucoup de cette présentation très intéressante. Vous avez parlé des densités des eaux et je n'ai pas bien compris ce terme. Est-il lié à la chaleur, les eaux froides étant plus denses que les eaux chaudes? C'est de cela que vous parliez ou vous parliez d'autre chose? C'est une bonne question. Désolé, je n'ai pas été clair sur beaucoup de points plus techniques. La densité des océans dépend de la température, de la salinité et de la pression. Plus la température est élevée, plus l'eau est légère, plus la salinité est élevée, plus elle est dense. C'est pourquoi lorsque vous congelez de l'eau de mer, elle rejette du sel. Et si on a une eau qui devient en surface plus froide, elle va tomber. Mais il y a également la pression, mais elle n'est pas importante dans tous ces effets d'un point de vue dynamique. Il y a une autre question ici au-dessus. J'ai une question sur la salinité de l'eau.
est-ce que ça a une importance sur les mers, sur les poissons, sur nous, je ne sais pas. Est-ce qu'en augmentant la température, ça augmente la salinité? C'est une bonne question. C'est une question complexe. Je ne pense pas qu'on veuille vraiment rentrer dans ces détails. Pour nous, il y a un concept qui nous dit qu'on peut avoir la même densité et en augmentant la température, on diminue la salinité et on se retrouve avec la même densité, ou vice-versa. Donc, des changements de température peuvent être compensés par des changements en salinité. Et ceci a des conséquences pour la stratification des eaux et de la circulation des eaux. Mais un changement en température ne se transpose pas réellement par un changement équivalent en salinité. Il peut y avoir des régions ou des époques où cela peut se dérouler, mais c'est très difficile à expliquer. C'est deux vraiment paramètres différents, normalement. C'était ça la question? Une autre question? Oui, une question ici? Oui, une question un peu liée à celle-ci. L'augmentation de la pollution des océans avec les microplastiques, les eaux de déchets, de décharges, dont on voit une augmentation dans les océans, quels seraient les impacts sur les courants et sur la chimie des océans? C'est une bonne question, à nouveau, merci. Les turbulences jouent un rôle très important pour la distribution des microplastiques, mais il faut également prendre en compte les tourbillons. Donc, il y a des interactions à différentes échelles, j'ai essayé de vous l'expliquer, et ces interactions doivent être bien comprises pour pouvoir modéliser la distribution des microplastiques. Mes collègues font des études de modélisation. C'est très difficile de mesurer la concentration en microplastiques. Il faut se fonder sur la distribution des modélisations. Cela peut permettre de faire le suivi des cycles de concentration, mais d'après ce que je comprends, le mélange des turbulences joue un rôle extrêmement important dans le processus. J'espère que nous aurons bientôt la technologie qui nous permettra de mesurer la concentration des microplastiques. Kim, vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui. En ce qui concerne les microplastiques et les eaux usées, jouent un rôle très important dans les zones côtières. Nous examinons cela, mais du point de vue des aérosols. Pour les microplastiques, il semble qu'il y a donc une concentration dans les courants, mais si on recueille de l'eau, on peut compter les microplastiques maintenant. La technologie s'améliore. Mais pour l'air, on est encore en train de se demander si le rôle que ceci joue. Y a-t-il une autre question dans la salle? Sinon, j'en ai une. Donc, lorsqu'on parle de pollution de microplastiques, il s'agit de la protection des océans. Je souhaiterais de passer à un autre niveau. Donc, il s'agit de la science, des choses qui appartiennent à personne ou à tout le monde. Un article dans la littérature scientifique le mois dernier a proposé de voir les océans comme une entité vivante, de les protéger comme une entité vivante. Donc en termes de gouvernance et de protection, que pensez-vous qui doit être fait et qui doit s'en occuper? Merci. Les zones marines protégées représentent un pourcentage faible de la couverture mondiale. C'est un petit pourcentage, je ne connais pas le chiffre exact, mais à chaque fois qu'une zone est protégée, elle s'épanouit. Les espèces
donc se développe, mais pas uniquement pour l'écosystème, mais également pour tout ce qui l'entoure. Je suis tout à fait d'accord, il faut augmenter les zones qui sont protégées, les zones marines protégées. Nous n'y sommes pas encore, et il y a une bonne expérience. On voit que lorsqu'on le fait, les choses changent pour le mieux. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne peut se faire qu'au niveau politique. Les pays doivent agir. Il faut également avoir la bonne gouvernance en place pour pouvoir le faire. Est-ce que quelqu'un souhaite commenter là-dessus? Kim? Non, je réfléchis du point de vue donc des océans. Qui est responsable? À qui ça appartient? Qui est responsable finalement? C'est une question difficile. Pour la qualité de l'air, je peux répondre. La qualité de l'air, donc c'est l'État au-dessus duquel l'air existe, les gouvernements fédéraux, mais les océans. Alors on met toujours la faute sur les autres. Non, il semble que ce soit le problème des autres. Oui, malheureusement, c'est le cas. Et donc, il y a des zones économiques, mais au-delà de ça, le droit international de la mer donc, régit les océans. Donc, c'est très difficile de prendre des décisions car il y a tellement de voies différentes. Ce n'est pas un domaine qui est très bien gouverné. Et je pense qu'il y a des actions à mettre en place. Oui, vous avez mentionné le droit de la mer qui existe. D'après ce que je sais, c'est un cadre juridique qui régit les déplacements en bateau, la pêche, quel domaine appartient à quel pays, l'exploitation minière en eau profonde. Mais pour les nouvelles méthodes dont vous avez parlé, comme aussi la géo-ingénierie, ajouter de l'alcalinité dans les océans, des micronutriments pour séquestrer le CO2. Et là, il n'y a pas de cadre juridique du tout qui régit cela. Et c'est un énorme problème parce que la question, c'est de savoir qui a le droit de le faire, qui est responsable, si quelque chose tourne mal, quels sont les avantages. Et donc, les océans ne sont pas régis sur le plan juridique. Même si c'était possible techniquement, ce ne serait pas possible. En fait, c'est un énorme problème. Et la façon dont les pays fonctionnent actuellement, il semble qu'un cadre n'est pas sur le point d'être élaboré. Oui, alors les océans en tant qu'entité vivante, vous êtes expert de la vie. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense qu'il s'agit là de mots. Les océans sont précieux, qu'on les appelle vivants ou non. Pour moi, cela ne fait pas de différence personnellement. Mais bon, pour revenir à la gouvernance, là, je ne sais pas ce que l'on fait. Il est évident qu'il faut qu'il y ait une gouvernance efficace, pas uniquement pour les océans, mais pour tout. Et il faut que nous le fassions maintenant. Mais il me semble qu'il n'y ait pas de manière politique de faire en sorte que cela se produise. Sur le plan scientifique, on peut résoudre une grande partie de ces problèmes, mais sur le plan politique, on n'y est pas du tout. Mais la raison pour laquelle je suis optimiste, c'est que je rencontre que la majorité des gens, une forte majorité de jeunes en particulier, sont très préoccupés par ces questions, sont plus actifs sur le plan politique, pas nécessairement s'agissant donc des votes qu'ils peuvent faire, mais plutôt en termes de militantisme. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un mouvement de par le monde, de la part de personnes pour qui cela compte. Et c'est la raison pour laquelle je suis optimiste. La seule raison, car les jeunes commencent à parler la même langue, à reconnaître qu'il s'agit là d'une menace mondiale. Et je pense pour que les choses fonctionnent,
Alors, j'hésite à parler de révolution, mais il faut réellement modifier une grande partie de la façon dont les systèmes fonctionnent actuellement. Ce n'est pas compatible avec un avenir à long terme pour l'humanité. Il faut urgemment régler la gouvernance mondiale pour que celle-ci fonctionne, marche finalement pour la majorité des gens. Alors cela pourrait être notre conclusion, à moins que vous souhaitiez ajouter quelque chose. Il y a une dernière question au fond de la salle. Alors je vais la prendre et puis ensuite on clora la soirée. Deux petites questions. Donc en fait, sur ce qu'on vient de dire, j'ai entendu qu'il y a des gens qui proposent de donner des noms d'humains à la nature pour qu'on la protège plus. Alors je ne sais pas si ça peut être une solution ou un début de solution ou pas du tout. Et puis la deuxième, c'est juste pour en revenir au volcan de hier. Et c'est par rapport au volcan sous-marin. Est-ce que ce serait possible qu'un volcan sous-marin surgisse comme ça? Voilà, c'est tout. On a déjà répondu quelque part à la question des volcans et de leur impact tout à l'heure. Donc, on the first part of the question, mais la première partie de la question, donc les océans considérés comme une entité vivante, pas forcément de leur donner des noms, mais plutôt de les considérer comme une entité vivante. Est-ce que vous souhaitez réagir à cette question? Et cela pourrait conclure la soirée. Alors, bon, je suis d'accord avec Nick. Ce n'est pas important si les océans sont considérés comme une entité vivante ou pas. Ce qui est important, c'est juste de savoir de comprendre l'importance des océans. Mais je comprends l'avantage de penser ainsi. Et cela permettra peut-être de mieux protéger les océans si on se met d'accord sur le fait qu'il s'agit d'un écosystème vivant. Mais oui, je souhaite voir les choses ainsi. Je pense que c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Nick, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, je suppose que l'idée de Gaïa remonte encore plus loin. La plupart des gens sont d'accord avec cette idée. Je ne pense pas que la planète fonctionne ainsi, mais l'idée de Gaïa, c'est une idée très plaisante et les océans s'intègrent dans ce contexte. Un dernier point, s'il vous plaît, s'agissant de l'utilisation des mots ou de définitions. De nombreuses personnes ont essayé d'accorder une valeur aux choses. Donc, par exemple, dire que les océans sont vivants. Et un des problèmes avec l'économie actuellement, c'est qu'elle ne met pas de valeur sur les ressources de la planète, y compris la biodiversité, la forêt tropicale, etc. Et il est difficile et pénible pour de nombreuses personnes de mettre une valeur sur la nature. Et il faut trouver une manière d'évaluer les choses donc d'une façon qui fasse sens. Voilà, je pense que c'est une très bonne conclusion. Je vous demande de bien vouloir applaudir nos intervenants. Voilà. Il me reste 3 informations à vous donner. La première, c'est que demain, on aura le plaisir d'entendre Kim Pracer sur les aérosols. La deuxième information, mais vous le savez maintenant, il y a des animations tous les jours, encore demain et après-demain, avant le colloque du soir, entre 5h30 et 6h30 devant, par l'équipe du Sciencescope avec des expériences scientifiques de vulgarisation. Et la dernière information, c'est toujours la tenue du spectacle Son et Lumière, cette année au Musée d'Art et d'Histoire, pas au Parc des Bastions, au Musée d'Art et d'Histoire, 3 fois à 6h30, 7h30 et 8h30. Ça dure 20 minutes. Il paraît que c'est fantastique. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller le voir. Mais allez-y, vous ne serez certainement pas déçus. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous à demain ou après-demain pour ceux qui peuvent. Bonne soirée, merci.